Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec encore une fois une thématique passionnante. Restez bien avec nous, tout ce qui concerne l'aftermarket, la bataille de l'aftermarket, tout ce qui se passe après l'achat d'un véhicule, c'est un secteur en plein mouvement. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Xavier Oran est là. Bonjour Xavier. Bonjour à vous. Délégué général du CNPA, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Laurent Desroufflets est là également. Bonjour, vous êtes le directeur général d'AD, soyez le bienvenu sur le plateau. Vincent Gors est là également. Bonjour, directeur général d'Émile Frey France. Et Michael Perrin. Bonjour Michael Perrin, délégué général. Bonjour. Michael Perrin, PDG de Kebas. C'est ça. Soyez le bienvenu. Les évolutions technologiques des voitures comme l'électrification, l'aide à la conduite ou encore l'entretien à domicile font évoluer les choses. C'est vrai que ça a changé énormément ces derniers temps. Est-ce que c'est, et je commence avec vous Xavier Oran, un constat ou une vue de l'esprit? C'est un peu les deux. Parce qu'on n'a jamais autant parlé aujourd'hui d'automobile, de mobilité. On a trop l'habitude en France d'en parler sous un mode négatif, parce qu'il y a évidemment beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques qui se posent à l'échelle de la nation, à l'échelle de nos territoires, à l'échelle de l'Europe. On en parlait tout à l'heure en aparté. Mais ça vient à éclipser la partie positive, la dynamique absolument extraordinaire qu'il y a au sein de la filière, dans toutes ses composantes, au niveau de l'industrie comme au niveau des services. C'est une filière au sens le plus global du terme, qui est en train de s'élargir. On est face à un monde des mobilités qui est un véritable univers en pleine expansion, qui connaît des révolutions qui se combinent, qui se conjuguent, qui se renforcent les unes les autres. On a souvent, à tort peut-être, on se focalise sur la révolution, notamment dans le domaine du mix énergétique. C'est une révolution absolument décisive pour toutes les raisons que vous connaissez, mais il y a aussi les révolutions digitales. Et on parle de produits qui, aujourd'hui, ont plus de 100 millions de lignes de code qui sont embarquées. 100 millions de lignes de code. C'est plus qu'un 747. C'est plus que le télescope Hubble. Donc, la révolution technologique, elle est là, elle est palpable, elle est tangible, mais il faut aussi avoir la notion du parc, d'un parc roulant, européen, national. Alors en France, c'est 40 millions d'unités, ça dépend un peu des statistiques, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent évoluer selon les sources, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bloc qui est forcément inerte, qui évolue de manière nuancée, à la fois dans l'espace et dans le temps, et donc, évidemment, il faut raisonner aussi avec ce schéma, ne pas vouloir forcer l'allure, parce qu'il y a des notions de soutenabilité économique, d'acceptabilité sociale. Il faut pouvoir s'offrir ces technologies qui ont un coût extrêmement important. Et il ne faut jamais perdre de vue que quand on regarde les derniers chiffres du marché, bien sûr les immatriculations ont hélas chuté pour toutes les raisons que l'on imagine, mais il ne faut jamais perdre de vue les réalités sociales et territoriales. Et ce qui m'a beaucoup frappé, en particulier ces derniers mois, et ce qu'on a tendance, encore une fois, à oublier au niveau de certaines sphères politiques, c'est l'explosion ou la relative explosion des transactions de véhicules qui sont âgés de plus de 15 ans. Donc d'un côté, on voit qu'il y a des technologies exceptionnelles qui sont en train d'arriver, avec toutes les conséquences que cela pose sur la vente ou l'aftermarket, à plusieurs dimensions. Et puis il y a aussi les réalités sociales qui fait que le constat, c'est que c'est un âge moyen du parc qui est relativement stable et qui a malheureusement plutôt tendance à vieillir, à continuer à vieillir. Et évidemment, le vieillissement du parc, on va en parler dans quelques instants, mais je voudrais céder la parole à Laurent Desroufflets. Est-ce qu'on est en train d'assister et de vivre finalement une forme de mutation, voire de révolution? Cela veut dire que les ateliers notamment doivent se réinventer, qu'il faut toujours trouver des nouvelles solutions pour s'adapter à cette situation. On avance en marchant, en quelque sorte. On avance en marchant, mais je dirais que depuis 40 ans, l'aftermarket est en révolution permanente. On parle beaucoup aujourd'hui de l'électrique. Rappelons-nous, il y a 30 ans, il y avait l'injection diesel. Et l'aftermarket a, de façon assez naturelle, toujours eu la soif de se réinventer au fur et à mesure de l'introduction de ces technologies dans le parc. Donc la chance peut-être qu'a l'aftermarket et l'ensemble de ces acteurs, qui sont souvent des réparateurs indépendants, qui prônent le multimarque. Donc on va dans la France des territoires, on n'est pas sur une spécialité de marque, mais on est dans le multimarque, on apporte un service proche des gens. Et en fait, le vieillissement du parc donne à tous ces acteurs le temps, finalement, d'intégrer toutes ces technologies. Autodistribution, voilà, il fait 50 ans qu'on fait ce métier-là, ça fait 50 ans qu'on prône la France des territoires avec l'accessibilité aux services le plus proche. Donc c'est vrai que la période Covid
a pu ou démontre que le service de proximité a un avenir. C'est vrai, il en a un. Et je pense que toute mutation, comme le dit Xavier, est bonne. Mais il faut aussi l'appréhender en fonction des besoins des consommateurs. Et aujourd'hui, le vieillissement du parc, clairement pour moi, est à l'avenir de l'aftermarket. Et il faudra vivre avec ce vieillissement de parc et continuer à apporter sereinement la transition à la fois économique et puis écologique de ce parc. Est-ce pour cette raison que chez vous, chez AD, au premier trimestre 2021, il y a eu un intense recrutement des adhérents? Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent tout ça. Je pense que dans la partie des réseaux constructeurs, la partie aftermarket, ça a toujours été une sorte d'alternative au réseau constructeur porté par la vente de VN. Bon, on voit bien que le marché des VN est en train de rétrécir, que le marché de VO, lui, au contraire, est plus dynamique. Mais on voit, et tout le monde, tous les professionnels voient que le parc va vieillir. Donc en fait, ça attire à nous forcément des entrepreneurs qui souhaitent continuer à finalement rentabiliser leur investissement et à jouer du futur autour de ce vieillissement du parc. Voilà, donc il y a cette thématique structurelle dont on profite indéniablement, et que ce soit en mécanique, en carrosserie ou en bris de glace. Bien sûr. Vincent Gors, est-ce que vous avez noté un changement de comportement des consommateurs? Et si oui, comment vous vous y êtes adapté? C'est un petit peu tôt pour parler de changement de comportement des consommateurs. Donc pour vous, c'est pas aussi net que ça? Non, c'est pas aussi net que ça. Ça, c'est une évidence, et je vois les paroles de Xavier et de Laurence. De toute façon, on est sur une tendance longue, et l'aftermarket a de beaux jours devant lui. Je pense que ce que disait Laurent est très important, Xavier est très important tout à l'heure. Il y a un besoin de mobilité individuelle, et le déconfinement de l'été dernier l'a bien montré, avec une explosion de la demande. Une chose est sûre, c'est que par contre l'aftermarket doit se réinventer. Elle n'a pas encore accompli, à mon avis, sa révolution dans son parcours client. On est encore, il faut le dire, en retard. On a beaucoup de choses à faire, et donc ce à quoi on s'attache aujourd'hui, c'est de digitaliser nos parcours, chacune des étapes, que ce soit la prise de rendez-vous. Si vous voulez aujourd'hui prendre rendez-vous dans un atelier en sans contact, en full web, il faut quand même s'y prendre à l'avance. C'est pour ça qu'on a lancé l'atelier Autosphère il y a quelques semaines. On essaie de digitaliser aussi le contact pendant la réparation, notamment au travers de rapports d'expertise et finalement de validation des travaux par les clients, là encore sans contact, de façon digitalisée. Et puis il faut aussi certainement qu'on améliore nos points de contact qui jusqu'à présent sont toujours faits dans nos concessions, alors que je pense qu'il y a une demande aujourd'hui de délocalisation de nos après-ventes, notamment avec des ateliers mobiles. Il y a tout un tas de tests qui sont en train de s'opérer, et Émile Frey, on est en train de rentrer dans cette démarche-là également. Avec une digitalisation à tout clan, on l'a bien compris. Avec une digitalisation au niveau de la prise de rendez-vous, dans tout le parcours client, le paiement également en ligne, vraiment un parcours multicanal qui est aujourd'hui vraiment à ses débuts dans le monde de l'après-vente. Mickaël Perrin, votre regard sur donc cette situation, j'entends vos collègues, en tout cas nos invités ici sur le plateau, où finalement le consommateur n'a pas tant changé que ça, mais peut-être va-t-il changer aussi très très prochainement. Donc est-ce que vous remarquez, est-ce que vous soulignez cette attitude, peut-être ces futurs changements, et comment vous vous y adaptez? Quelles sont les innovations que vous avez envie de développer sur ce secteur? Alors bon, on a développé quand même quelques innovations, un peu plus d'une vingtaine, quelques brevets aussi, et notamment sur des solutions totales de mobilité qui sont à la fois, puisqu'on s'adresse aux groupes de distribution, aux constructeurs, comme aux petits garages d'ailleurs, à l'ensemble de la sphère élargie automobile, y compris les loueurs courte durée, avec sur 8 grands défis en fait, et sur ces défis sur lesquels on intègre des savoir-faire métiers et des analyses métiers sur le consommateur, le citoyen consommateur de l'automobile, de la mobilité, de cette fameuse mobilité élargie, et les attentes qu'il peut avoir. On a notre actif, là, on existe maintenant un peu moins de 3 ans, on a visité à peu près 52 000 ateliers à date. Donc on a pu qu'ils soient tout petits, qu'ils soient très 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 gros, qu'ils soient solidaires, qu'ils soient également des constructeurs avec lesquels on travaille, on développe beaucoup de solutions.
On voit quand même qu'il y a une tendance, j'entendais, je vous rejoins tous les trois, effectivement, ça doit être un temps long parce que ça doit être un temps réfléchi. Je suis convaincu, et tous les chiffres portent à le démontrer, qu'effectivement on n'aura pas électricité, on rentre dans une multimodalité. On le voit au travers des comportements, on le voit systématiquement parce que le consommateur est capable d'aller à la FNAC et puis avoir forcément le réflexe d'aller chez un concessionnaire pour aller acheter son hoverboard aujourd'hui, son scooter électrique, son vélo électrique, ou également, parfois aussi, on a des constructeurs qui confient la vente effectivement aussi à ces organismes-là. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est entre deux générations, je pense, c'est mon ressenti, où l'effet Covid nous a fait accélérer les façons de penser, les façons de se comporter, les façons de travailler également et de percevoir. Et on glisse gentiment vers une génération un peu où on accélère l'usage. L'usage, c'est le sans contrainte, ce que veut le consommateur. Et d'ailleurs, ça le démontre. Si je vous prends les chiffres en 2019, 2020, ou autre, ou même dans la vente de véhicules, l'effet LOA ballon, ce qu'on appelle la location avec option d'achat, qui avant a été prise encore il y a 4 ans sur du crédit classique, on tient ces données-là aussi également, a fait des bonds de plus de 80%. Les discours inhérents européens sur l'environnement, qui est une nécessité, font que le changement du consommateur, comme il ne sait pas quoi acheter, bien malin celui qui serait dire si demain on est sur du thermique décarboné, si on est sur de l'électricité, tout le monde entend parler d'hydrogène, tout le monde entend parler de ces choses-là. Bon, vous avez compris, en fait, on a sur les grands défis, on a l'énergie, on a la finance, bien entendu, parce qu'on pense aussi effectivement que tout ça, toutes les technologies, toutes les innovations qui peuvent être portées à la mobilité, entre guillemets, doivent être portées. Parce que ça coûte très très cher, et vous l'avez dit, il ne faut pas aller vers un effet de paupérisation non plus, il faut que ce soit accessible à tous. On a également l'accompagnement, parce que les gens qui utilisent dans le schéma de l'après-vente aujourd'hui ne seront pas les gens de demain forcément. On ne répare pas un véhicule électrique comme on répare un véhicule thermique. Les attentes du consommateur également. On connaît l'arrivée, si j'ose dire, l'aspect Uber Eats, où tout le monde veut tracer tout ce qui se passe, ce qu'on appelle la gestion des flux dans un atelier. Le client veut ça aussi. Il veut de la transparence. On est toujours dans la digitalisation et dans la technologie, absolument, oui, et ça. La gestion des ateliers. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà. Exactement. Alors, de nouvelles compétences, très vraisemblablement, parce qu'il faut s'adapter à cette situation. J'ai bien compris, effectivement, je vous ai bien écouté sur un temps long, mais alors, avec quelle formation, Xavier Oran, peut-être, pour ces nouvelles compétences? Que faut-il mettre à disposition de tous ces collaborateurs? Pour vous répondre, Lionel, je vais faire un petit détour par l'histoire. Volontiers. Je vais me servir juste de l'actualité d'aujourd'hui. On fête un bicentenaire. Alors, selon les cas, ou en même temps, c'est soit une célébration, soit une commémoration. Mais moi, ce que je retiens de Napoléon, c'est qu'il a réussi à terminer une révolution et à faire la synthèse entre l'ancien régime et un nouveau régime. Et en termes de compétences et au niveau automobile, c'est exactement ce qu'il faut que nous parvenions finalement à faire. C'est extraordinairement complexe et on aura besoin des compétences, si je puis dire, de l'ancien régime, c'est-à-dire des moteurs thermiques qui vont rester l'essentiel du parc quand même pendant un certain nombre d'années, que les experts réajustent en permanence selon les trajectoires qui sont sans cesse accentuées à la fois par Bruxelles ou par Paris, quand ce n'est pas une région ou une grande métropole. Donc on touche du doigt la complexité de ce que l'on racontait tout à l'heure avec ses effets sur la vente, sur l'après-vente ou sur les services. Et puis nous aurons besoin nécessairement de nouvelles compétences qui sont celles d'aujourd'hui et qui sont celles du futur. Parce que, évidemment, la technologie aujourd'hui a quelque chose de très particulier, pour filer un peu la métaphore par rapport à cette référence historique, c'est qu'elle est de nature révolutionnaire. Aujourd'hui, effectivement, avec cet effet accélérateur et révélateur qu'a été la crise du Covid, qui a été finalement l'ouverture du XXIe siècle, effectivement, je ne suis pas tellement adepte des concepts de monde d'après et de monde d'avant. Le CNPA est d'ailleurs un organisme de synthèse qui est un apporteur de solutions. On sait qu'il va falloir justement marier tout cela, concilier tout cela et avoir des compétences dans les ateliers ou dans nos showrooms ou dans les points de service de la profession qui soient capables d'adresser un éventail de solutions de mobilité et de solutions de mix énergétique
et de technologie qu'il faut expliquer, adresser aux clients, tout en n'étant pas en retard d'une révolution qui est bien en cours sur le plan de la digitalisation du parcours client, de la satisfaction des clients, de leur fidélisation. Je pense que c'est bien sûr une contrainte, mais en France, on voit souvent les choses comme des contraintes. Je pense que c'est surtout une fantastique opportunité pour la filière des services de l'automobile de manière générale, en termes de recrutement, en termes de qualification, en termes de transition des emplois. Il y a une carte qui est à jouer. La carte, elle est digitale. Je pense que les différents acteurs, que ce soit des grands groupes de distribution ou l'artisanat automobile, il y a un moment, et il y a cette transition. On est dedans. Donc je pense que c'est à la fois enthousiasmant, positif, et en même temps, effectivement, très risqué. Exact. L'enjeu, c'est d'éviter que cette filière très particulière, qui est la plus pourvoyeuse aujourd'hui d'emplois sur nos territoires en France et en Europe, c'est une réalité. La première force automobile aujourd'hui, ce sont les services de l'automobile au sens le plus large du terme. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de décrochage technologique et qu'au contraire, c'est ce secteur des services qui est un peu sous les radars, très particulier, parce que très diffus, très hétérogène, accélère et montre finalement que personne n'a le monopole de l'innovation, à commencer par les services, parce que l'évolution, la révolution, le sens de la révolution des mobilités, c'est qu'on passe d'une culture moteur à une culture des services. Le barycentre s'est déplacé. Il s'est déplacé de plusieurs endroits, de France en Europe, d'Europe en Asie. Il se déplace aussi de l'industrie vers les services, les frontières s'effacent. Et à un moment donné où les frontières s'effacent, marions l'ancien et le nouveau régime, faisons le pari des technologies. Et au niveau du CNPA et de la branche, oui, il y a une responsabilité, et je terminerai par cela, qui est essentielle, c'est de faire en sorte que le bloc des compétences, avec tout ce que ça implique en termes de diplôme, de titre, de qualification, de construction de nouveaux contenus de formation, soit au rendez-vous, pour que dans nos ateliers, pour que dans nos points de vente, il y ait des compétences de pointe pour pouvoir recruter et pour pouvoir former. C'est aussi un message exceptionnel auprès des jeunes. Pour les jeunes, bien sûr. Pour les jeunes, absolument. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors je rejoins complètement Xavier là. 90% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Il faut le savoir quand même. L'opportunité que génère la valeur ajoutée de l'automobile, j'allais dire de la mobilité, mais de l'automobile au sens large, va faire naître des innovations. Ces conséquences d'innovation vont devoir être portées par des gens qui n'existent. La formation c'est une formidable opportunité pour les années à venir. Enfin, moi, je le vois aussi. Pour des gens qui ne savent pas encore qu'ils vont faire ce métier dans quelques instants, mais ils seront totalement passionnés et qui vont vivre avec leur temps. Absolument. Il ne faut plus voir l'automobile comme des mécaniciens où c'est très important parce que c'est des gens de l'art, hein, mais aussi que de la mécanique, que des choses comme ça ou que de la vente automobile. Mais ce côté serviciel, c'est une évidence pure et c'est là où il ne faut pas louper le coche. Va générer des opportunités métiers, nouveaux métiers qui sont fantastiques. Justement, alors en matière de formation et sur ces évolutions, Laurent Dérouflé, je crois que c'est un dossier que vous prenez vraiment à bras-le-corps. Ouais, on le prend à bras-le-corps, mais c'est pas parce que Xavier est là, mais sur la filière, l'enjeu est important pour l'avenir. Donc nous, on s'appuie toujours sur deux jambes, la projective et le réel, pour faire la synthèse de tout ça. Donc dans la projective, nous on croit beaucoup au programme d'investissement à venir, au PIA. Voilà, on s'y inscrit dès le début. Avec toute la filière, parce qu'en fait, imaginer le futur, c'est comme ça aussi qu'on attire les jeunes. Imaginer l'atelier de demain, ça fait 3 ou 4 ans qu'on y pense. Il y a plusieurs réseaux, il y a plusieurs partenaires, il y a plusieurs équipementiers, parce qu'on sent que cette révolution, elle est naissante avant le Covid. On le pressentait. Ces lignes de code qui arrivaient, on les voyait arriver. Et là-dessus, il faut attirer les talents. Et il faut préparer les esprits des entrepreneurs actuels de dire que voilà, c'est certes une révolution, mais cette révolution, on peut la passer en douceur si on met les bons ingrédients de formation. Et là, c'est le temps réel. Et sur le temps réel, voilà, nous, on a testé plusieurs formules de formation, comme beaucoup. Le monde physique, c'était le monde de la formation avant. Il fallait toucher du doigt le moteur, il fallait toucher de doigt les concepts. Je pense que le Covid a permis de démontrer que l'aspect digital et se former en temps réel à distance avait un avenir. Donc nous, on a développé depuis 2 ans un programme qui s'appelle Campus AD, qui permet de digitaliser un certain nombre de formations, qui sont aussi en format plus court, en 30 minutes, et qui viennent pointer des aspects technologiques du réel, du moment. Voilà, donc je ne perds pas, entre guillemets, une journée de formation, mais je me prends une demi-heure pour me spécialiser à travers ce campus. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans l'appétence. Parce qu'on en discutait en aparté tout à l'heure. Il y a 5 ans, quand on proposait ces thématiques, tout le monde nous regardait en disant « j'ai pas le temps ».
j'ai du boulot dans l'atelier, j'ai pas le temps. Ouais. Aujourd'hui, cette révolution amène les entrepreneurs à se poser en disant ça, soit j'ai besoin de perfection, soit ça, il faut que j'écoute. Parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Bien sûr. Voilà. C'était Et donc, pas il faut le cas les il y a outils quelques années. aujourd'hui Oui. pour apporter cette prise de conscience aux yeux des professionnels. Avec le vieillissement du parc dont on parlait, et malheureusement le temps qui nous est imparti est en train de s'achever, donc on va conclure, mais j'aimerais quand même vous entendre, Vincent Gors, justement sur l'adaptation, ou je dirais même l'adaptabilité avec ce vieillissement du parc, toutes les évolutions technologiques et donc la temporalité dont nous avons parlé. Comment vous voyez les choses, vous, dans les prochains mois, voire les prochaines années, dans ce domaine? Il va falloir préciser un tout petit peu votre question. Pour vous, le vieillissement du parc, je fais un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Comment vous voyez le secteur de l'aftermarket dans quelques années? Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un cycle long, donc très difficile de projeter ce qui va se passer après 2030. Une chose est sûre, c'est que l'électrification des ventes actuelles va avoir un effet, certes, mais relativement mesuré. On parle de quelques petites dizaines de pourcents aujourd'hui de véhicules hybrides plus électriques, mais on est toujours à 7% de véhicules totalement électriques qui finalement sont ceux qui nous pénalisent le plus. Bon. Donc les tendances, pour moi, restent positives. Pour reprendre une métaphore de Xavier de tout à l'heure, on a quand même un ancien régime qui perdure, c'est l'ancien régime de la carrosserie. Et là, quelles que soient les évolutions technologiques à l'intérieur du véhicule, cette problématique-là, elle reste. Avec une évolution, là encore, du métier, on a beaucoup de choses à faire en termes de formation, pour passer certainement de carrosserie lourde à des nouveaux métiers de smart repair, de bobologie, mais il y a des pépites d'activité à maintenir, une attractivité à redorer, parce que c'est finalement le cœur du problème. Dans le service automobile, tout comme dans la construction automobile, le produit a perdu de son pouvoir de passion et on a toutes les peines du monde à faire venir, à donner l'idée aux jeunes de venir. Mais voilà, une fois encore, pas inquiet sur la prévente dans les années à venir. On est sur des tendances longues, mais une chose est sûre, c'est que, comme viennent de le dire mes collègues, il y a de jolis défis technologiques qui doivent moderniser aussi notre image, l'image de nos garages, et concourir, comme je le disais tout à l'heure, à l'amélioration de l'activité. Secteur en plein mouvement, en effet. Je vous laisse le mot de la conclusion. Une conclusion, non, certainement pas, parce que Mickaël, Laurent et Vincent sont des hommes de l'art et connaissent parfaitement bien une filière qui reste très complexe. Mais on terminera avec vous parce que finalement le temps court. Juste d'un mot pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, parce que Laurent et Mickaël l'ont dit, il faut que tous les acteurs de notre filière racontent une autre histoire. Il y a un récit sur la vente, sur la prévente, sur les services de l'automobile qu'il faut porter, qu'il faut valoriser. C'est le bon moment. Il faut le faire. Je pense que les métiers, la noblesse de ces métiers aujourd'hui est très forte, que ce que nous avons raconté là en 20-30 minutes tous les quatre est porteur de parcours professionnel, d'un avenir pour cette jeunesse qu'on a besoin. L'automobile, elle apporte une solution à la jeunesse. On parlait beaucoup de Startup Nation. Moi, je pense qu'on est sur de l'Automobile Nation et que cette nation automobile qu'est la France, c'est nous qui devons la porter aujourd'hui et ça passera par le progrès technique. C'est une vieille histoire. Et cette vieille histoire, c'est à nous de la réinventer. Et ce que je constate, c'est juste deux choses. C'est cette capacité d'ouverture de la profession. On a lancé un consortium pour penser maintenant le contenu des futures formations. AD en fait d'ailleurs partie. Des groupes comme Émile Frey, Bernier, Jeanlin et beaucoup d'autres en font partie. Donc nous sommes sur ces sujets. Ce sont des sujets de moyen-long terme. Donc il faut continuer cette ouverture, cette connexion avec ce monde qui change. Et puis, il faut, encore une fois, accélérer dans le même tempo au niveau de l'industrie automobile et de la filière au sens le plus large du terme. Donc devenons cette Automobile Nation, travaillons avec les startups qui prospèrent dans notre secteur. C'est aussi un bon signe, parce que l'aftermarket et la vente, il n'y aurait pas un intérêt, un potentiel, un gisement de valeur ajoutée que ces talents, ces jeunes talents ne s'intéresseraient pas à notre secteur. C'est tout le contraire. Vous avez plus d'1 millier de startups qui travaillent avec les plus grands groupes, Émile Frey, AD et d'autres encore,
Et ça fait partie des projets du CNPA de connecter l'ensemble d'acteurs très divers, du grand groupe jusqu'à la start-up, pour porter en avant une dynamique. Être un dénominateur commun, absolument. Exactement. Merci en tout cas à tous les quatre, c'est un sujet passionnant. On aura l'occasion d'en reparler sur le plateau de Mobility TV, mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt.